Bonjour, bienvenue chez l'IPOS International. Nous entamons la 3e journée d'université d'été organisée par l'IPOS International dans cette belle région qui s'appelle le Loiret, une région très très verdoyante, aux allures monarchiques, démocratiques. Voilà. Donc nous recevons, alors la thématique de cette 3e journée, c'est les violences faites aux défenseurs des droits humains ou les violences contre les défenseurs des droits humains ou les violences à l'encontre des défenseurs des droits humains. Quand on évoque la situation politique en Algérie, plutôt la question des droits humains ne peut être désalignée de la situation politique en Algérie, ne peut être occultée du politique en Algérie. Ce sont deux questions, ce sont deux sujets qui doivent être entamés en même temps. Le Hirak revendique, la revendication principale du Hirak, c'est une revendication politique. C'est le changement de gouvernance, c'est l'instauration d'un état de droit, de citoyenneté, une démocratie pleine et entière. C'est la question principale. Et bien la question des droits humains devient, par ricochet, aussi une question centrale au même titre que la revendication principale. Donc c'est une thématique vitale, très importante. On va essayer de l'aborder avec Madame Nassera Dutour, présidente du collectif des familles disparues, grande défenseur des droits humains. Nous l'avons invitée parce que, comme je viens de le dire, c'est une défenseur des droits humains. Elle a subi la violence. La violence à son encontre. Les autorités algériennes maintiennent toujours la fermeture de l'espace civique. La société civile est verrouillée. Il réprime sévèrement les droits à la liberté d'expression, réunion pacifique, les accusations arbitraires, les journalistes, les syndicalistes, les avocats sont poursuivis de façon arbitraire, l'ISTN, l'interdiction à l'entrée du territoire national, l'interdiction de sortie du territoire national. L'Algérie traverse ses heures les plus sombres depuis 1962 sous l'ère de Tebboune. Alors, pour les besoins de cette thématique, Madame Nassera Dutour, vous êtes un cas, vous avez subi la violence quand vous avez décidé de rentrer chez vous en Algérie. À l'arrivée à l'aéroport d'Alger, on vous a empêché de rentrer chez vous. Non seulement on vous a dépossédé de votre fils, ce qui est plus cher, pour lequel vous vivez pour lui, aussi pour vos enfants, bien sûr, mais on vous a empêché aussi de rentrer chez vous. Et on vous a refoulé comme un malpropre. La question est difficile. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez subi cette violence à l'aéroport d'Alger? Oui, bonjour tout le monde. Je vais faire comme lui, Zoul, Sabah al-Khair, good morning. Merci à l'IPOS de m'inviter encore une fois à parler d'être là parmi vous déjà et de pouvoir m'exprimer, parce qu'en Algérie, nous n'avons plus aucun espace d'expression. Merci d'organiser cette université d'été qui est un espace riche en débat et en réflexion et j'espère qu'on sortira avec quelques pistes de reconstruction de la société civile algérienne, parce que c'est ça que nous devons nous attacher à ça en premier lieu, c'est reconstruire la société civile algérienne. Malheureusement, dans la diaspora, puisqu'en Algérie, ils ont fait en sorte, c'est les autorités bien sûr, qui ont fait en sorte que plus rien ne bouge. Si on ose dire un mot qui déplaît à la jeune militaire, on se retrouve en prison, condamné à des peines parfois très lourdes de prison, comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, ce qui existait, c'était les ISTN, c'est les interdictions de sortie du territoire national. Et maintenant, comment on appelle ça, les IENT,
ne sais plus comment on appelle ça, C'est les interdictions Les de... IETM. Les IETM. Interdiction d'entrée en territoire. Ça, c'est une trouvaille, c'est vraiment, il faut le trouver, hein. Trouvaille des autorités algériennes. Voilà, je suis rentrée, je suis allée en Algérie, puisque je suis restée quand même plus de 3 heures. En Algérie, le 30, le 30 juillet, oui, le 30 juillet, j'avais fait tout un programme pour, je fais l'habitude, hein, j'ai l'habitude d'y aller, j'y vais régulièrement, j'essaye d'y aller régulièrement, parce que quand même, on a nos locaux là-bas, on a nos équipes qui travaillent, on a les mères de disparus sont là-bas. Mon fils a disparu là-bas, il n'a pas disparu comme certaines journaux le disaient à l'époque, je suis allée le chercher à Washington. Non, je vais le chercher à Alger, mon fils. Et je fais mon programme et j'y vais, et puis je reviens. Cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, je suis arrivée là. Je suis passée au contrôle de police, comme d'habitude. Ça fait des années maintenant que je suis contrôlée quand je rentre et que je sors. Ça dure entre 20 minutes, parfois, une fois ça a duré un peu plus d'une heure, parce qu'il m'a dit il y a la relève, madame, la relève. Ok, c'est la relève, donc il faut attendre sans savoir si je vais pouvoir passer ou qu'est-ce qu'ils vont m'emmener à la nouvelle prison de femmes à Cléa. Et c'est très désagréable, mais il me laisse rentrer. Bon, je fais ce que j'ai à faire et je ressors. Et quand je ressors, c'est le même topo. Voilà, avec des questions, qu'est-ce que tu fais comme travail, ceci et cela. Bref, mais il me laisse ressortir. Cette fois, ils m'ont pas laissé rentrer, ils m'ont laissé ressortir, mais de force, quoi, cette fois-ci. Et voilà, donc j'arrive là, comme d'habitude, le policier dans la cabine, le pafiste, il appelle son chef, chef chauffe, le chef, je ne sais pas ce qu'il lui dit derrière la cabine, la vitre, je n'entends pas, et il lui dit, oui, il tape sur une touche de l'ordinateur, et je pense qu'il a passé une page, et il lui dit, chef. Alors le chef, il se penche un peu plus, il regarde, il se relève, il prend mes passeports, il s'en va. Passeport français, passeport algérien. D'habitude, je donne les deux passeports. Le passeport français, on me le rend tout de suite. Il garde le passeport algérien jusqu'à ce qu'il m'autorise à rentrer ou à sortir. Et le chef va chercher un autre chef, du même grade qu'eux, parce qu'ils sont habillés de la même façon. Et puis il lui dit, il vient, il regarde tous les deux sur l'ordinateur, tous les trois, parce qu'il y a le policier quand même en uniforme là. Et ils se parlent, je ne sais pas ce qu'ils se disent. Et ils s'en vont et ils reviennent avec un troisième chef. Et pareil, ils se penchent sur l'ordinateur, là ils sont en train d'éplucher je ne sais pas quoi. Et bon, j'ai dit, bon, je veux savoir ce qui se passe. Non, les fiches, ils chapeaux. Donc, même. Et puis, au bout d'une demi-heure, ils partent avec mes passeports et puis je ne les vois pas revenir. Puis le policier dans la cabine, il dit, madame, est-ce que vous pouvez attendre là-bas? Je suis allée de l'autre côté. Et puis là, c'est pareil. À chaque fois, il y a un des chefs qui vient me poser une question. Osmo Bebek. Mais pas Osmo Yoskiman, hein. J'étais surprise. Et il me dit non, son prénom. Ah, Osmo Khan. Oui, mais il m'a aussi dit chapeau, mais comme la fiche de police, hein, vous avez la fiche de police, là, pourquoi vous avez le passeport, vous avez la fiche de police? Non, c'est rien. Bref, voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus et c'était des allées et venues, c'était allers-retours sans arrêt. À chaque fois, on vient me poser d'autres questions. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Est-ce que vous avez l'habitude de rentrer en Algérie? Quand est-ce la dernière fois que vous êtes rentré? Qu'est-ce que vous faites sur le travail encore? On m'a posé 10 000 fois la question. Par quel vol vous êtes venu? Le mec, il m'a posé aussi plusieurs fois. Et puis, au bout d'une heure, il me dit, le premier chef, là, il vient me pérenner. Et suivez-moi. Je lui dis, mais où? Eh, suivez-moi, je vous dis, suivez-moi, mon m'a dit que vous emmenez là-bas, je vous emmène là-bas. Je lui dis, oui, là-bas, c'est où? Bon, il ne m'a pas répondu, donc je suis suivi, il m'emmène dans une salle d'attente de l'autre côté. Il me laisse là. Prenez vos bagages et suivez-moi. Bon, il me laisse là, après, pareil, on revient vers moi, les mêmes questions. Et au bout de 3 heures, il y a un autre qui est habillé de la même façon, le même officier, quoi, le même grade, qui vient me dire vous êtes venu par quel vol? Je vous l'ai dit, répété plusieurs fois, je suis venue par le vol d'Air France, de Roissy, celui de 14h35. Et
Oui, oui, non, mais c'était quoi le numéro de vol? Bon, je sors ma carte d'embarquement, je lui dis c'est le 1754, je l'ai appris par cœur. 1754, il s'en va. Je ne sais plus qu'est-ce qui revient me poser comme question. Je dis, ben, contrôlez le schedule. Si j'ai commis quelque chose, vous devez m'emmener, faites-le tout de suite, parce que là, ça me devient vraiment très désagréable. Dites-moi ce qu'il y a. Non, 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 votre méchant incident du fax. Ouh. Il commence à parler de fax, j'allais lui dire, mais on est toujours à l'ère du fax, je me taire. Et voilà, donc un incident du fax. Après, je vois un sortir avec un papier, deux dans ses mains. Il va voir les autres chefs qui sont à peu près sur la gauche comme ça. Ils sont en train de discuter avec eux. Ils repartent tous les trois. Ouh, quand est-ce que ça va finir? Et, euh, et voilà, après, peut-être 10 minutes, un quart d'heure après sont sortis avec ces papiers, ils viennent me voir. Allez, vite, madame, vite, vite, allez, allez, des bagages, des bagages. Ramassez vos bagages et suivez-nous. Et là, je sursaute, je vous suis où, là, comme ça? Vous m'emmenez où? Et puis j'avais notre avocate au bout du fil, elle me dit, tiens, tu fais je téléphone, là, tu fais je téléphone, où là, fou, je savais plus. Où est-ce qu'il t'emmène comme ça? Je dis, je sais pas, il me dit pas, demande-leur, où est-ce qu'il t'emmène? Demande-leur, je passe les moi. Je dis, non, je ne peux pas te les passer, ils vont pas te parler de toute façon, c'est pas. Bref, donc on court vite. Et c'est seulement au bout d'un moment que je l'entends dire à un de ses collègues, ah, d'accord, j'ai compris, vous m'emmenez à l'avion. Ouais, oui. Et là, après, j'ai commencé à réaliser, parce que je voyais flou, je voyais noir, je voyais plein de choses dans la panique. J'ai vraiment paniqué. Hein. Et je me rends compte que je suis finalement dans la zone des salles d'embarquement. Ah, vous m'emmenez à l'avion, hein, pourquoi? Je peux savoir quel motif? Ils ne me répondent pas, je commence à hurler. Oui, dites-moi quel motif, vous pouvez m'emmener et tout. Après, un des trois, là, il se retourne vers moi et me dit oui, madame, vous êtes comme ça. Non, vous êtes membre du NG, madame. Je dis oui, pourquoi c'est un crime? J'ai tué quelqu'un, j'ai volé, j'ai pillé. Je me suis fait comme ça. J'ai pillé. Ceux qui ont pillé, pillé le pays, ils sont pas morts. Hein. Ils tiennent les rênes de ce pays. Ils sont tranquilles. Moi, j'ai tué personne, j'ai volé personne. Moi, je suis lui, membre du NG. Je suis SOS disparu. J'étais SOS disparu. Vous avez pris mon fils. En 1997, j'ai plus de vos nouvelles. J'ai plus de ces nouvelles, pardon. Je commence à hurler. Rien, personne ne me répond. Jusqu'à ce qu'on arrive à la salle d'embarquement, tout le monde avait embarqué, on attendait plus que moi. Et il y en a un autre qui me dit اسمعي madame, احنا مكاننا. انتم مكاننا, bien sûr, même dans les années 90, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas enlevé, vous n'avez pas tué, vous n'avez pas fait disparaître des gens, vous n'avez pas. Non, لا مكاننا, احنا ما ولناش كنا في les années 90 ما كناش. Et puis il me dit احنا pourquoi واش خدنا l'ordinateur? Voilà, là j'ai osé, le fait que j'ai pas osé, mais là je me défoule. Ah bon, l'ordinateur, il y a l'ordinateur il parle. Et il s'est énervé, il a pris mal, il croyait que je moquais de lui, mais et je lui ai dit, il me dit, et je laisse passer sa colère, et puis je lui dis, c'est vous qui ne m'avez pas compris, l'ordinateur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui a écrit quelque chose que vous avez vu sur l'ordinateur tout à l'heure, vous avez vu sur l'écran, j'aimerais savoir ce qu'il y a, ce que l'ordinateur vous a dit. Moi, je l'ai repris. Dites-moi ce que vous a dit l'ordinateur. Il me répond, d'accord, et puis après, ils m'ont accompagné. Pas, les policiers sont restés à l'entrée de la passerelle, et la dame qui était à l'enregistrement m'a accompagné jusqu'à l'avion. Elle a donné mon passeport. Elle m'a rendu d'abord mon passeport français, et elle a pris le passeport algérien. Je lui dis, elle m'a accompagné à l'avion, et voilà, et elle a parlé au policier qui est devant l'avion. Elle m'a donné mon ticket d'embarquement et mon passeport. Je lui ai dit mon passeport, elle me dit on va vous l'amener. Ils ont gardé mon passeport jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que l'avion allait décoller. Ben, j'étais assise, ils m'ont emmené au bout de l'avion, le siège 30, alors qu'il n'y avait personne devant, comme une malpropre, comme une criminelle. Ils m'ont assis là, et l'avion, ils ont commencé à s'atteler, comme vous savez, comme vous connaissez les avions, à fermer les trucs et tout ça pour que l'avion décolle. Et j'attends, et puis finalement, l'hôtesse de l'air, une fois que les ont fermé la porte, l'hôtesse de l'air m'a apporté le passeport avec le passeport. J'avais pas vu qu'il y avait ce papier dedans au début, je n'ai pas fait attention. J'avais moi aussi une avait au téléphone, mon neveu qui me disait ils ont fermé la porte, ça y est, l'avion a démarré, il roule,
Non, il ne roule pas encore. Dis-moi, quand il roule, le deux élèves viennent me dire, éteignez votre portable. Je dis, oui, non, je ne peux pas éteindre mon portable, ma famille qui était pas ça. Non, éteignez votre portable. Donc je l'ai caché et je le reprenais de temps en temps, bref. Et puis une fois que j'ai éteint le téléphone, je regarde mon passeport et je vois ce papier qui était plié en quatre dedans. Je l'ouvre. Oh, qu'est-ce que je vois pas là? Elle a été refoulée dans le cadre de la loi 0811 concernant les étrangers. C'est quoi cette loi? Je reprends mon téléphone en cachette comme ça, je cherche la loi avant que la me décolle. La loi concernant les séjours des étrangers et l'entrée et venue, mais je suis pas une étrangère. Et là, c'était trop tard. Peut-être c'est bien pour un mal, peut-être que heureusement que j'ai pas vu ça avant, peut-être que je me serais énervée, peut-être que je me connais et que j'aurais refusé d'en monter dans l'avion, je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais là j'ai le sang qui a tourné, j'ai vu rouge. Moi je suis étrangère dans mon pays. Mes parents ils sont morts pour la libération de ce pays. Je devais bientôt, mais bientôt. Vous m'avez pour libérer ce pays. Aujourd'hui, on renvoie, on m'expulse comme une main propre de mon pays dans le cadre de la loi sur le séjour des étrangers. Je suis une étrangère, moi. Et puis je vois après qu'ils ont mis mon passeport algérien sur le papier. J'ai une nationalité algérienne, passeport algérien. Je le regarde, je n'ai pas signé. Alors que c'est marqué que comment on appelle ça? Non, le concerné, le mise en cause. De mise en cause. Le mise en cause doit signer cet exemplaire. Je ne l'ai pas signé. Le motif, ils ont coché la case autre. Et il n'y avait pas de motif avant. Oui. Bon, ben, entre-temps, l'avion était parti et je suis revenue en France. Je n'ai pas eu le droit de rentrer dans mon pays. Et bon, mais c'est pas le seul droit qu'on m'a enlevé, c'était le seul. Mais celui-là, il m'a vraiment touché. Je m'attendais à tout sauf qu'on m'expulse de mon propre pays. Je m'attendais à aller en prison depuis que je retourne en Algérie, depuis le Hirak. Quand ils ont tout fermé, je m'attendais à ce qu'un jour on m'arrête, on m'emmène en prison. Ça, je m'attendais. Mais de là, je suis encore sous la surprise et sous le choc. J'arrive pas à comprendre comment ils s'arrangent le droit. Ils sont arrangés le droit de vie et de mort sur nos enfants. Et aujourd'hui, ils s'arrangent le droit de renvoyer une citoyenne algérienne de son pays. Je suis encore, quand j'y repense, je suis encore sur le choc. Comment on peut faire des choses pareilles? J'ai subi dans ma vie, j'ai subi plein de choses. J'ai subi dans ma vie privée, j'ai subi dans ma vie associative, en tant que militante. J'ai fait plein de choses dans ma vie quand je vis en Algérie. J'ai tenu tête à la sécurité militaire à l'époque. J'étais syndicaliste en Algérie. Des menaces de mort, j'ai commencé à en recevoir déjà quand j'avais 26 ans. Mais cet affront-là, pour moi, j'arrive pas, ça passe pas, ça ne digère pas, je ne digère pas. Je digère pas. Mais ils font ce qu'ils veulent, ils se sont appropriés le pays, il leur appartient. Nous, on est juste. On les dérange. S'ils pouvaient nous mettre dans un bateau, tous ces jours envoyés, dans un autre pays, et rester tout seul et à profiter des richesses du pays, ça, ils le feraient bien. Mais bon, je suis persuadée qu'ils sont très contents pour que les Algériens prennent la barque et meurent en mer. Comme ça, ils ne reviennent pas, ils ne sont pas embêtés avec les autres pays, les corps sont disparus. Mais. Je te demande, Sarah, on va comprendre le motif peut-être toi ou peut-être une autre personne qui a un peu les compétences juridiques pour nous expliquer. Tu as été refoulé maintenant au motif de la loi 0811, c'est le séjour des ressortissants étrangers en Algérie. Qu'en est-il de cette loi? Est-ce que tu peux nous relater, nous expliquer cette loi ou quelqu'un d'autre qui a ses compétences juridiques pour qu'on puisse comprendre, la décortiquer? Parce que tu es rentré en tant qu'Algérienne et tu as été refoulé, on n'applique plus loi, pas avec deux passeports. Donc forcément, quand on arrive en Algérie, c'est le passeport algérien qui prime. Donc forcément, tu n'es pas étrangère, tu es rentré en tant qu'Algérienne. Est-ce que tu peux nous expliquer cette loi de... Cette loi algérienne de plus, quand j'ai cherché, c'est juste la loi qui régule l'entrée et la sortie l'entrée, la sortie, la circulation des étrangers en Algérie. Donc dans les motifs, il y a refus de visa, il y en a 4 ou 5, je ne me rappelle plus des autres, mais j'ai le papier là. Et la dernière case, c'est autre. Et ils n'ont pas donné de motif, ils n'en avaient pas, ils ont violé la loi, ils ont violé la loi elle-même.
Ils ont violé la Constitution, ils ont violé la loi, ils ont piétiné les lois que eux-mêmes régissent la Constitution. C'est quand qu'ils ont amendé la Constitution? C'est pas si vieux que ça. En 2020, je sais pas. 22. Le dernier amendement, Ouais. ouais, c'était 2020. 2020, c'est ça. Celui, Ok. en fait, Il là, là-bas, qui était à cette époque-là, le maître à penser de cette. Après, dans le cas de Nasser, en fait, le terme juridique, on s'est tous fait avoir. Je sais pas, on utilise le terme de refoulement parce que je pense que ça sonne bien, c'est fort comme mot. Mais dans le cas de Nasser, c'est un éloignement du territoire national, pas un refoulement du territoire national. On est refoulé quand on veut atteindre ou on veut passer les frontières d'un autre pays qui n'est pas le nôtre. Là, on est refoulé. Mais quand on veut rentrer dans notre pays, ça, on nous fait éloigner. C'est l'éloignement. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un éloignement. Le mot éloignant, c'est gentil. Allez là-bas, quand il m'a dit, quand j'ai compris qu'il m'a dit allez là-bas attendre. Ça là, on m'a éloigné un petit peu du guichet. Mais là, c'est pour ça que j'utilise le mot expulsé, parce que je n'ai pas été refoulée, j'ai été expulsée de mon pays. L'éloignement, c'est trop gentil. On éloigne quelqu'un, va là-bas. Oui, il m'a dit là-bas, là, j'ai été éloignée. Quand il m'a emmené dans la salle d'attente, j'ai été éloignée. Pour pas que les gens me voient. Parce qu'avant, il m'avait apporté une chaise et je lui ai dit non, je ne veux pas m'asseoir. Je ne suis pas venue pour m'asseoir. Je suis venue pour rentrer chez moi. Et donc après, ils m'ont emmené dans la salle d'attente. Peut-être pas, ils m'ont éloigné pour pas qu'on me voie. Ou je sais pas. Mais c'est trop gentil l'éloignement. En tout cas, des avocats. Mais je n'ai trouvé cette notion d'éloignement nulle part. À part quand il y a un conflit dans un département ou dans un village. Et quand la personne est à l'origine du conflit, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet après mes recherches, quand la personne est à l'origine d'un conflit, on l'éloigne du village pour que ça cesse, pour que la paix revienne dans le village, dans le département, ou bien dans des maisons où on éloigne. On éloigne un mari de sa femme, un mari qui est violent, une femme, hein, pas seulement les hommes. On éloigne un mari qui est violent, on l'éloigne de la demeure où vivent sa femme et ses enfants, on lui interdit de l'approcher. Ça, c'est un éloignement. Mais quand tu rentres dans ton pays, on t'éloigne de ton pays. Vous avez dit que vous étiez en contact avec votre avocate durant les 3 heures qu'a duré ce moment de flottement entre votre arrivée à l'aéroport et votre expulsion du pays. Est-ce que par la suite, cette personne ou d'autres avocats ont pris les choses en main? Est-ce que ces avocats ont pris les choses en main d'un point de vue purement juridique afin de remettre en cause cette décision, puisque vous avez été notifié sous le texte d'un loi régissant les ressortissants étrangers en ayant reporté un numéro de passeport algérien et mis nationalité algérienne à la case nationalité algérienne. Donc, comment on peut vous considérer comme étant un ressortissant étranger tout en maintenant sur un document entre guillemets officiel que vous portez la nationalité algérienne, vous êtes un passeport algérien? Non seulement la nationalité algérienne, mais ils l'ont marqué eux-mêmes sur le papier le PV de refoulement. Donc ils avaient mes 2 passeports. Ils auraient pu faire semblant qu'ils n'ont pas vu l'Algérien et ils me rendent l'Algérien, ils gardent le français et marquent que je suis étrangère. Ils auraient pu faire semblant. Mais non, mais ils sont imbus de la personne, hein, c'est comme ça. Oui, c'est la loi du talion, hein, c'est la jungle. Là. On est d'accord sur ce point-là. Est-ce que les avocats ont introduit un recours? Ça y est, le recours a été introduit, le ministère a été notifié. Je ne voulais pas en parler avant d'être sûr que ça se fasse, parce que les avocats, ils sont 5, ils ont fait un pool d'avocats tous ensemble, ils ont rédigé la plainte, et la plainte a été déposée au tribunal administratif, et ils ont reçu comme quoi le ministère de l'Intérieur a été notifié. En Algérie, bien sûr. Donc la procédure est en cours maintenant. La procédure est en cours, je vais faire une procédure directement. Là, c'est une procédure en annulation de la notification de fin du PV de refoulement. Parce que normalement, il doit y avoir, quand il y a PV de refoulement, ça veut dire que quelque part, il y a une décision administrative. Donc, comme il y a eu quelques précédents auparavant où la personne, je choisis cette personne. Justement, justement, on parle d'un cas précédent, le cas du journaliste Farid Alilet, qui est journaliste à Jeune Afrique,
lui aussi, il a été éloigné ou refoulé. Après, il y a des termes juridiques, il y a Adel qui vient nous expliquer J'aime pas ce terme. la nuance, la subtilité entre éloigné et refoulé. En tout cas, on l'a empêché de rentrer en Algérie dès qu'il arrive à l'aéroport. Je pense que c'est suite à sa chronique ou à sa tribune qu'il a écrite sur la mort de Karim Belkacem à l'hôtel intercontinental de Francfort. Est-ce que son cas, c'est le même que le tien, finalement? C'est l'application de l'article 0811. Aucune idée. Je sais, j'ai appris par la presse qu'il a été expulsé comme moi. Et là, quand j'ai vu sur un post en réponse, j'ai vu un commentaire en réponse à un post sur les réseaux sociaux de l'Écosse internationale où il a dit, et c'est là qu'il s'est exprimé, où il a raconté que la même chose est arrivée, et il a raconté un peu le processus, comment ça s'est fait, le scénario comme le mien à peu près. Mais lui, apparemment, il a été interrogé dans 2 endroits différents, d'après ce que j'ai lu. Mais je ne sais pas dans quel cadre il ne le dit pas. Je ne sais pas, peut-être qu'il a dit que je ne me suis pas rendu compte, mais. Farid, il a été retenu pendant des heures. Voilà, pendant 4 heures. Et il s'est vu confisquer ses 2 téléphones portables, son laptop, et on l'a interrogé, vraiment un interrogatoire, un interrogatoire poussé, c'est-à-dire sur ses relations avec des opposants installés à l'étranger. Lui, il a aussi, quand il était à Jeune Afrique, il a maintes fois, il a suivi en fait, en gros, le dossier Amir Dizet, et Jeune Afrique a toujours donné une tribune à Amir Dizet pour toutes ces affaires de mandat d'arrêt, enlèvement dernièrement, etc. Donc ils lui ont beaucoup plus posé de questions sur Amir Dizet. Et après, il s'est vu refoulé ou éloigné du territoire national. Et contrairement à Nassera, il n'a pas été notifié d'un PV, parce que dans toutes ces déclarations, il n'y a pas eu l'ombre d'un PV rédigé à cette affaire à l'issue de cet interrogatoire. Je pense que, Farid Haled, je ne pense pas qu'il va faire un recours. Oui, il attend parce qu'il situe des responsabilités, il désigne des personnes avec leur nom et prénom qui seraient derrière ce refoulement, cet éloignement. Il dit que c'est bien ces personnes qui ont appelé le DGSN, et le DGSN donne ordre au directeur de la PAF, commissaire divisionnaire de la PAF, de ne pas laisser Farid Haled entrer dans son pays. Voilà ce qui reste. Non, dans mon cas, moi, l'ordre était déjà établi. Ils avaient décidé. Ils s'étaient réunis parce que quand je vois qu'il lui dit. Parce que d'habitude, je vois, depuis le temps qu'il me contrôle, je vois le regard. Le regard, il se pose ici. Donc, une fois, je l'ai entendu dire quand Carlo. Ça a signalé, à la fiche de police, ça je l'ai vu. Donc, c'est ici le geste. Là, cette fois-ci, il a tourné la page, il a fait ça, et Carlo chauffe un chef, chauffe. Et c'est là le chef s'est baissé de plus en plus. Ils ont tous eu la même régation. Qu'est-ce qu'il y avait écrit ici? Ça veut dire qu'ils sont déjà réunis et que la décision a été prise en amont, pas le jour même. Ah oui, c'est normal. On ne refoule pas quelqu'un au moment. On ne décide pas de le refouler au moment qu'il arrive à l'aéroport. Même Farid, c'est ce qu'il dit. Il dit que l'affaire a été scellée bien avant, c'est-à-dire l'ordre a été donné à la PAF, au service de la PAF. J'imagine qu'il y a plusieurs services de sécurité à la PAF, par l'intermédiaire du DGSN, directeur général de la Sûreté nationale, pour justement l'empêcher de rentrer dans son pays. Et je rappelle aussi que c'est un précédent grave. Refouler quelqu'un de son propre pays ou le faire éloigner de son propre pays, en fait, c'est un précédent, c'est un acte à la fois inadmissible, mais qui porte atteinte à l'image du pays à l'étranger. Comment se fait-il qu'un pays en 2025 refoule ses concitoyens ou ses ressortissants
fois, une fois qu'il pose le pied sur le tarmac de l'aéroport. Non, mais vous savez, en Algérie, depuis tout le temps soit les disparus existent, qu'on a créé, je ne compte plus les fois où on a été embarqué au commissariat. Mais moi, j'ai jamais. Bon, il y a toujours cette petite crainte, bien sûr, mais j'ai jamais ressenti ce que je ressens aujourd'hui. J'ai été embarquée plusieurs fois, puis quand on est libéré, ils nous gardent pendant des heures. Après, pendant les manifestations, donc ils viennent, ils amènent les cars, les grands cars, ou les paniers à salade, là, ils nous embarquent. Moi, j'étais même embarquée dans une petite voiture. Et après, quand on ressort, on retourne au bureau, et puis entre nous, on en rigole. On se marre, comment on a été jeté dans la voiture, comment on a été rentré au commissariat. Là, une fois, ils nous ont emmenés faire la visite médicale. Comment ils nous ont emmenés faire la visite médicale en file indienne, comme ça, tout le monde qui nous regarde au dispensaire, là, tu vois. Donc tout ça, j'ai déjà vécu, mais après, on est mort de rire. Ah, le policier, et une dame qui a piqué, elle avait une aiguille à tricoter, elle a piqué le policier. Et donc, on se raconte tout ça et on en rigole après. Là, cette fois, j'ai vraiment pas envie d'en rire. Rapidement, avant de donner la parole à monsieur, on souhaiterait connaître un peu la nuance entre les mots. Éloignement, refoulement. Quand il y a refoulement, ça veut dire, en avant, il y a une décision administrative. Est-ce que pour l'éloignement aussi, il y a une décision administrative? Et cette décision administrative, elle émane de qui exactement? Écoutez, Tribunal administratif. moi, c'est l'avocat de la CRA qui a attiré mon attention sur la nuance entre Mais je lui l'éloignement ai dit que je n'étais pas d'accord avec lui. entre l'éloignement et le refoulement. Maintenant, on a un avocat dans la salle qui peut expliquer cette nuance. C'est Aïssa. Est-ce que tu peux nous expliquer la nuance entre le refoulement et l'éloignement? Parce qu'en fait, Zakaria Lahash, la dernière fois durant la réunion, il a attiré notre attention sur le fait que la séance n'a pas été refoulée, mais juridiquement parlant, on parle d'éloignement. Est-ce que tu peux en dire plus? Déjà, le refoulement, c'est pas une notion juridique qui existe dans les textes. Ça n'a pas existé. Même s'il y a une décision administrative, la décision administrative, elle est soumise à un recours, en principe. Et du coup, donc, la personne ne peut pas se voir refoulée. L'éloignement est une décision aussi politique, elle n'existe pas dans les textes. Ça n'existe pas dans les textes, ni dans le cas de Farid Abidet, ni dans le cas de la CA. S'il y a une décision de justice, une affaire pendante, donc c'est la justice qui prend son cours à travers une présentation. La présentation, donc, soit un mandat de dépôt ou un contrôle judiciaire, ou voilà. Mais une décision administrative, ça concerne les ISTN, émise par qui? Et tout à l'heure, donc, Adel, tu as cité, raconté enfin le récit et l'histoire qui était réservée à Farid Abidet. Il faut savoir qu'il y a beaucoup des différents corps de police judiciaire, que ce soit celui de la DGSI, de la gendarmerie nationale, de la DGSN. Rajoutons à cela le clan présidentiel qui prend des décisions. Alors, on a eu des cas où, enfin, des aveux de personnes qui étaient interdites de quitter le territoire à leur arrivée en Algérie, le passeport, et ils ont passé plus d'une année en Algérie pour enfin regagner l'Hexagone et revenir chez leurs parents, où des référés ont été introduits. Au niveau de la justice, il n'y a pas une décision de justice. Ils disent que nous, on n'a pas un problème avec la personne. Il faut voir ailleurs. Et voir ailleurs, donc il a fallu à la personne de faire la DGSN, la DGSI, la gendarmerie et la présidence. Pour après identifier quelle est l'institution, quelle est l'administration qui a émis ce mandat, cette décision de quitter le territoire. Ça, en ce qui concerne les ESTM, par exemple. Mais sur le plan légal, il n'y a aucune loi, et là justement les amendements opérés au niveau du code de procédure pénale, vient
codifier ce qui était déjà une pratique courante en Algérie, en introduisant des décisions administratives qui ne sont pas susceptibles de recours quant à la sortie du territoire national, mais aussi l'entrée au territoire national. Ça reste absurde, ça reste kafkaïen. Je ne pense pas qu'un docteur d'État en droit administratif pourrait nous expliquer ça. Parce qu'il n'y a pas de texte clair. Et ça, réellement, on est en train de naviguer à vue. Hein. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une violation de la Constitution, de la libre circulation des personnes. Il n'y a pas de décision de justice à l'encontre de Nassera, il n'y a pas de décision administrative. Et d'ailleurs, le PV, la signature du PV, dans ce genre de PV, doit porter la mention de l'agent qui a saisi le PV, le nom, prénom, son affiliation et son grade. Et quel est le corps pour pouvoir après exercer une procédure judiciaire à plus d'autorité en pénal ou un référé devant le tribunal administratif. Mais là, donc, le monsieur n'a pas signé, ne s'est pas identifié dans le PV. Et dans tous les PV du monde, on doit, les PV de saisie, les PV de notification, tous les PV existants, il faut qu'il respecte une forme. Qui a signé le PV? La SERA veut déposer une plainte pour abus d'autorité contre la personne elle-même, parce qu'au risque de l'administration des GSN, ils vont dire que c'est un acte isolé. C'est pas nous, c'est un acte isolé. C'est le bon vouloir de l'agent, c'est pas une décision administrative. D'accord? Je veux déposer plainte. Contre qui? C'est ça le problème. Tu vas déposer plainte contre qui? C'est qui l'agent? Le ministre. C'est qui? Mais le ministre, ils vont dire, nous, ce n'est pas une décision du ministère. Ni l'intérieur, ni la DGSN. Le papier vient du ministère. D'accord, mais qui a saisi l'entête du ministère? L'agent lui-même. Je dépose plainte contre qui? Parce que les plaintes, elles sont personnelles. Elles sont personnelles. Et c'est pour ça, donc, c'est. Non seulement on navigue à vue, mais on a en face de nous une procédure de personnes et des institutions voyous. Ouais, voilà. Donc, ils sont dans une logique de zoom. On fait ce qu'on veut. Excusez-moi, du moment où il n'y a que normalement, moi, quand il y a après ici, c'est le préfet. Après, c'est Mohamed. C'est la préfecture qui décide Là, on parle d'un état de droit. Dakir après. Là, on parle d'un état de droit. Oui, mais normalement, le loi, il est qui doit. Alors, Mohamed Bakir. Mohamed. Et c'est pas un phénomène. S'il vous plaît. Alors, la notion de refoulement et de bannissement existe dans le droit, justement dans la fameuse loi sur les étrangers. Le refoulement, c'est au niveau de la police des frontières sans entrer sur le territoire national. Donc, un étranger qui se présente à la frontière, il est refoulé, c'est une mesure de police, une mesure administrative, sans décision d'une quelconque instance. La reconduite, l'éloignement, l'expulsion, la reconduite à la frontière, c'est une mesure d'expulsion qui concerne toujours les étrangers. Concerne toujours les étrangers. Donc, c'est des concepts qui existent dans la loi, mais qui sont impropres à désigner ce qui arrive à nos concitoyens. Ce qui arrive à nos concitoyens, c'est un bannissement, et c'est un acte arbitraire. Ce n'est ni un refoulement, ni une reconduite ou un éloignement, c'est un bannissement, et c'est un acte arbitraire total, absolu. Cet acte arbitraire viole la loi nationale, puisque la loi nationale établit que nul ne peut être empêché de rentrer dans son pays, ce qui est une application à la fois de la Charte des Nations Unies et du Pacte international des droits civiques et politiques. L'Algérie est signatrice de ces deux cadres internationaux, de ces deux instruments internationaux. Donc non seulement elle viole sa propre législation, mais elle viole aussi des instruments internationaux qui sont au-dessus de la Constitution. Donc ces engagements sur le plan international, ce qui montre un délitement total au niveau de l'État. C'est l'établissement d'un arbitraire qui n'est même pas discutable, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas à démontrer qu'on est face à un arbitraire. Et ça s'ajoute à d'autres pratiques
que les militants connaissent, c'est à la fois les tracasseries policières, les connaissent sur des problématiques de droits de l'homme, de défense des libertés, etc. Donc, c'est les tracasseries policières régulières, c'est la limitation des moyens. Donc, la majorité des militants qui s'engagent dans des combats autour des droits de l'homme, autour des libertés, ils ne peuvent pas disposer de moyens, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit de moyens qui peuvent venir de conventions qui sont signées par l'État algérien. L'État algérien signe des conventions dans lesquelles il y a des dispositions qui disent qu'il y a des financements qui sont prévus pour favoriser le développement de la société civile. C'est par exemple l'article 2 de l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc d'un côté, il signe des conventions dans lesquelles il s'engage à faciliter les aides internationales au développement de la société civile, mais de l'autre côté, il criminalise la réception des aides et des financements qui peuvent s'inscrire dans ce cadre-là. Les cadres qui s'engagent dans la lutte pour la promotion des droits et des libertés ne peuvent pas disposer de locaux, sauf cas exceptionnel. Il est très difficile d'établir un bail, par exemple, pour une structure qui aurait des liens avec des organismes internationaux, etc. En plus de cela, il y a tout le discours de délégitimation. Oui, c'est plus fort en arabe. Donc tout le discours de truc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un collectif qui s'engage dans ce combat, eh ben, on est indexé, on est suspecté, on est quasiment jeté à la verdict populaire. Donc on voit qu'il y a tout un système qui est organisé pour disqualifier ce combat. Et le régime algérien ignore. Quand on est à l'intérieur du pays, c'est l'interdiction de sortie du territoire. Et quand on est à l'extérieur du pays, c'est l'interdiction d'entrer sur le territoire national. Donc la pratique, elle est là devant nous. Et plus grave que ça, c'est qu'aujourd'hui, dans les consulats algériens, il y a de plus en plus de cas de pression sur des militants par rapport au renouvellement de leurs documents, administratifs. Le document administratif, c'est que lorsqu'un militant est amené à renouveler son passeport ou à établir une carte consulaire ou à demander un document quelconque, c'est l'occasion pour l'exercice de pression sur lui. Il y a un cas qui est pendant dans un pays du Nord, où la personne a retiré son passeport et celui de son épouse. Quelqu'un s'est rendu compte de l'identité du camarade. Ils sont venus, ils ont couru, ils l'ont rattrapé pour lui demander, lui dire ah non, il y a un problème sur votre passeport, la puce ne fonctionne pas, on va les remettre dans 6 semaines. Je pense que le délai va se terminer et le passeport ne sera pas établi. Il y a des gens auxquels on a posé des questions en leur disant ça fait plusieurs années que vous n'êtes pas parti au pays, pourquoi? Et c'est l'occasion de faire remplir des questionnaires, c'est l'occasion d'essayer de faire signer des engagements. La pratique est répandue, que ce soit à l'intérieur du pays, maintenant, se pratique dans les consulats. Dès qu'on est militant, dès qu'on a un engagement, vous êtes auditionné. C'est exactement les pratiques qu'il y avait avec les islamistes. Hein. Les islamistes, une fois qu'une personne est identifiée plus ou moins proche des milieux djihadistes, ils appelaient ça la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il est invité à se rendre compte dans les différents centres territoriaux, il est interrogé, il travaille au code, et on lui dit tu vas t'engager à ne plus faire ce que tu fais. Donc, il traite les militants démocrates, les militants des droits de l'homme, les militants pour le changement démocratique, il les traite comme s'ils étaient des repentis du terrorisme islamiste. La même chose, c'est le même schéma qui est reproduit. Voilà ce que je voulais dire. Merci Mohamed. Monsieur, après c'est madame. Bonjour. Je veux juste réagir face à ce témoignage, franchement, qui est très émouvant. Déjà, c'est très très difficile de perdre un enfant et ensuite d'interdire une personne de rentrer dans son pays. Après, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière.
Moi, je vais rebondir par rapport à ça, à des situations qu'on a vécues aussi par rapport au Maroc. Moi, je suis du nord du Maroc. Donc, nous, dans la loi marocaine, par exemple, ça n'existe pas double nationalité. On reste toujours marocain, même si on a double nationalité. Là, il y a double جنسية. C'est la même chose. Donc pour rentrer, il n'y a pas de refoulement, il y a la prison. Moi, je disais, dans cette situation, je pense à mon avis, c'est peut-être un bien, un mal pour un bien. Il y a beaucoup de militants marocains, au défunt, quand ils rentrent, soit ils passent au tribunal, et parfois ils sont incarcérés, même pas jugés. Il y en a beaucoup. Certains, on a perdu même la trace. D'où il y a pas mal de défenseurs des droits de l'homme ici en Europe. Depuis maintenant 2017, ils ont peur de rentrer, tout simplement. Ou bien, il y a une stratégie qui met dans les consulats maintenant, c'est cette fameuse signature d'engagement. Ça existe. On a beaucoup de personnes qui souhaitent rentrer pour parce qu'à un moment donné, ils ont leur famille, ils ne peuvent pas rester. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils s'adressent au consulat, ils demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer. Eh ben, il faut passer pour signer cette fameuse engagement. Voilà. Malheureusement, ça existe. Et pour un juste sortir dans une manifestation, t'es opéré, ça y est. Ou bien maintenant, la nouveauté, c'est quand on écrit sur les blogs des réseaux sociaux, c'est très aussi surveillé. Voilà. Merci. Franchement, bravo. Il faut continuer le débat. Merci. Donc, si je comprends bien, au Maroc, ce nouveau concept de repentance existait déjà auparavant. Oui, ça existe. D'accord. Donc l'Algérie, comme d'habitude, n'a rien inventé. Mais il fait rien, il copie. Au Maroc, il n'y a pas ce refoulement. C'est la prison. La prison. Moi, je disais peut-être. En Algérie, c'est quand tu claques des bras. Et il y a aussi un élément, je pense que nous aussi pourra nous en parler sur cette affaire. Et là, le régime algérien, il est en train d'imiter le régime russe et iranien à la fois, qui avait les bras longs, à l'occasion de l'affaire d'un franco-algérien qui travaillait à Bercy et qui avait demandé auprès d'une amie à lui qui travaillait à l'OFI des renseignements sur tous les activistes algériens, tous les militants algériens, les opposants. C'est une affaire qui est pendante au pôle terroriste du tribunal judiciaire de Paris. Donc là, il dépasse le limite parce que là, donc, ils ont les coordonnées de tout un chacun de nous. Parce que là, quand on travaille à l'OFI, donc c'est juste le nom, prénom de la personne, donc tu as accès à ses déclarations d'impôts, à sa résidence, à son adresse, etc. Et là, donc, ils ont détecté, c'est très sûr, et dernièrement, un ami tunisien, un ancien ministre tunisien qui est actuellement en exil, au mois d'octobre 2024, les deux régimes algériens et tunisiens ont fait une réunion à Paris, justement pour surveiller les deux diasporas, tunisiennes et algériennes, à la fois. Même les organisations tunisiennes diasporiques, ils font un travail et ils continuent à militer. Et là, donc, les bras longs du régime d'Alger dépassent les frontières nationales pour sévir encore une fois en France. Et ça nous appelle les assassinats politiques tels que Kéhou Le Qassem, Khedar, Alexis et beaucoup d'autres. Voilà. Merci. Pour celles et Je ceux. voulais juste rajouter, pardon, pour rebondir sur monsieur. En Algérie aussi, il ne faut pas croire, beaucoup de personnes sont emprisonnées ou ont été emprisonnées en rentrant en Algérie. Je pense par exemple on l'appelle Tafaka. Monsieur Tafaka, c'est son association qui s'appelle Tafaka.
Lui s'appelle Mohamed. Mohamed Bardèche. Bref. Il a 74 Non, il a plus que ça maintenant. 75 ans, 75. En 2023, fin 2023, non. Bref, peu importe les dates. Il est rentré en Algérie pour une semaine. Non, en avril. Il est rentré en avril, pardon. 2023, il est rentré en Algérie pour aller voir sa famille. Il vit en France, il a toujours vécu en France, il a la nationalité française, la nationalité. Il est rentré en Algérie pour une semaine voir sa famille. Et au moment de sortir, on lui a dit qu'il n'avait pas le droit de sortir. Je ne sais pas s'ils ont retenu son passeport à ce moment-là, je ne crois pas. Donc il est retourné chez lui, et c'est seulement au mois de novembre 1923 qu'il est convoqué au tribunal, et ils le mettent sous mandat de dépôt. Et au bout de je ne sais pas combien de temps d'expulsion, on l'a inculpé d'appartenance au MAC. Alors que lui, c'est une association culturelle qui est à Montreuil, dans la région parisienne. Il offre un petit espace où on peut faire des réunions, il offre cet espace pour des réunions. On l'a accusé d'appartenance au MAC. Et le gars, il avait 74 ans quand il a été, 74 ans quand il a été arrêté en 2023. Il a été condamné plus tard à 2 ans de prison. Et là, à l'appel, la peine a été réduite à 1 an de prison. Il est sorti en novembre 2024. Novembre 2024, voilà, 1 an. Et il est interdit de sortir du territoire, on ne lui a toujours pas rendu son passeport. Et le gars, il est rentré en prison sur ses jambes, il est sorti sur un fauteuil roulant. Il a 4 maladies chroniques, le pauvre bonhomme, il a maigri, quand j'ai vu les photos, je ne les reconnaissais pas, et il le garde encore sous ISN en Algérie. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres que je vous cite. Il est rentré en France, pardon. Non, il est Toujours en Algérie. Toujours. Quand j'avais été en Algérie l'année dernière, j'ai été voir le consul de France. C'est peut-être ça aussi qui m'en refoulait, parce que le mettre en prison, ça ferait beaucoup trop de bruit. 76 ans. Oui, il s'en sortirait pas, ce serait. Donc il est sous système. Il est sous système, toujours. Il n'arrive pas à sortir. Donc, et là, cette année, le 4 avril exactement, ce gars-là qui s'appelle Al-Srih Diouch, il est parti en Algérie. Lui, il est du MAC. Là, il est membre. D'après ce que je sais, hein, moi je ne le connaissais pas avant, c'est sa femme qui est venue me voir. Il est parti en Algérie le 4 avril, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils m'ont pas laissé entrer. J'ai fait tout un truc et je voulais aller voir le consul aussi, parce qu'il est français. Il n'y a pas de raison que sans ça, on en fait tout un pataquès, tout le monde s'en occupe dans le monde entier, et que des personnes qui sont comme ça, des pauvres inconnus, on ne s'en occupe pas. Et donc ce Hadjouch, il est parti en Algérie le 4 avril pour le décès de son frère, dans le village de. Comment c'est le village Sahalid. Et jusqu'à aujourd'hui, sa femme elle a pas de ses nouvelles. Et les parents ne veulent rien lui dire. Voilà. Donc, on sait depuis quelque temps que, parce que le père, l'oncle a été convoqué par l'éducatrice des enfants parce qu'il s'était suivi prise en charge psychologique, quoi. Et c'est seulement là qu'il lui a dit, oui, qu'il a été arrêté à l'aéroport d'Alger. Mais est-ce qu'ils savent où il est? On ne sait pas. En tout cas, sa femme, jusqu'à aujourd'hui, ne sait pas. Et la famille ne veut pas, les frères ne veulent pas lui dire s'il est en prison, s'il est toujours disparu. On ne sait pas, voilà. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Hein. Ils sont copains-copains. Ils font semblant de se quereller, mais ils sont vraiment copains-copains tous. Hein. Il est vivement recommandé quand vous posez des questions, il faut se lever. Voilà, c'est pour formaliser un peu les choses. Donc, là, je ne vais pas poser de questions, il ne s'est pas levé, moi je vais me lever. Non, allez-y. Allez. Non, c'est ma question. Recommandé. Recommandé, j'ai dit vivement recommandé, on m'a soufflé ça. C'est pour la caméra. C'est pour la caméra. Ben, Il a été recommandé maintenant, il n'a pas été recommandé. non, on vient de me souffler, c'est pas grave. Alors, je rattrape. Non, du tout. Non, je on sens... a le temps. On a le temps. Non, du tout. Ah, tenez. Ah, je t'en prie. Ah, je veux pas. Je t'apprécie. Non, elle n'est pas importante la question. Je vous écoute, vous avez tous un débat très riche. Allez-y, madame. Alors, moi, mes questions sont plus sur le versant humain parce que vous restez sur la notion de droit. Et sur la version humaine qui m'intéresse parce que c'est ma sensibilité première et c'est mon travail premier. Et je voulais juste dire que
La maman que tu es, Nassera, peut toucher que de nombreux ici d'entre nous. Mais je pense que tu as subi une humiliation pour moi. L'humiliation non seulement de la terre qui est chère, dans laquelle on t'empêche de poser les pieds pour aller chercher au plus près ce qui t'a été le plus cher et arraché. Mais, pardon, vous m'avez mise dans une situation où émotionnellement c'est compliqué, quoi. Et en second plan, l'humiliation, elle est aussi psychologique. Dans le sens où, est-ce que quand on est militant, il n'est pas préférable, dans son propre engagement, de rentrer dans une geôle, d'être emprisonné plutôt que d'être foulé? C'est la question qu'on se pose. Donc cette humiliation-là, elle est prenante. Nombreux sont ceux qui sont arrêtés à la douane pour des futilités et des motifs complètement effondrés. Vous avez été refoulé et on vous a ramené gentiment sans aucune compréhension au pied de l'avion, quoi. Alors la question que je voudrais poser aux hommes de loi que vous êtes, c'est est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, qu'à l'aéroport, dans n'importe quel aéroport du monde entier, il y a différentes zones. Et il y a aussi ce qu'on appelle la zone internationale. Et est-ce qu'ils ne s'arrangent pas aussi pour que vous dépassiez cette zone-là, pour qu'ils puissent se permettre de commettre, eux, ce qu'ils imaginent être de leur état de droit à eux, nationalement parlant, au niveau du pays. Donc c'était la question que je voulais poser vraiment. Et pour conclure, quand on invite les gens à un débat, quand on veut défendre des droits, on défend le droit de l'expression. Et on a aussi des droits individuels et des droits privés. Et donc j'ai juste soumis la notion de mon propre droit individuel par rapport à la visibilité sur les réseaux sociaux ou non. Ah oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Il est pris Donc, en compte, je vous rassure. Donc, me rappeler à moi, Lies, Non, je t'apprécie beaucoup, et me rappeler à moi que je dois me relever en plein milieu du débat, alors qu'on est peut-être dans une pause prochaine, ou peut-être en fin de débat, qu'il m'est recommandé, vraiment, je suis perturbée là. non, je te prie de m'excuser, on m'a soufflé ça de formaliser. Je participe, et le parcours de chacun, je le découvre au fur et à mesure de ces journées. C'est l'intérêt des universités, qu'elles soient la vôtre ou une autre. L'intérêt des universités, je tiens quand même à le rappeler à lui, c'est quand même la connaissance de l'un et de l'autre dans son combat, dans son parcours, dans ce qui le motive le plus, et ce qui nous motive ici tous le plus. Et moi, ce qui me motive chez vous, Nassera, c'est votre combat. Votre combat en tant que femme et sororité, votre combat. Mais ce qui nous motive aussi, c'est le non-respect de l'engagement, le non-respect de l'expression la plus chère humainement, à savoir, on a tous des engagements personnels, quels qu'ils soient, que ce soit de la protection, que ce soit là, plus précisément, c'est l'expression libre. Bon, vous êtes avocats tous ici, mais vous êtes aussi tous journalistes. Et quand on muselle la presse, quand on muselle les médias, c'est un peu compliqué, quoi. Donc on le sait, ces pays dictatoriaux, on les connaît, on est en train d'en combattre un ici précisément, puisque vous avez calculé en Algérie. Et je voulais y participer, j'y suis. J'avais mis du cœur. Et tu l'as toujours mis d'ailleurs. Et je le mets à l'instant, oui, absolument. à la seconde où je vous parle. Oui, bien sûr. Donc, c'est dommage que tu aies eu cette réflexion. Il s'en excuse. Je m'en excuse, ça m'a été soufflé. Je m'en excuse. Nombreux sont ceux qui ont parlé, tu ne leur as pas recommandé de se lever. En fait, on vient de m'assouffler, mais je t'en prie de m'excuser, je suis un peu gêné. C'est le berger à la bergère. J'ai eu ma réponse. Je te prie de m'excuser. Et puis, Je t'en prie, il n'y a pas de... il y a une amitié qui s'est installée entre nous. On m'a formalisé, enfin, m'a soufflé de formaliser un petit peu. J'ai pas l'habitude. C'est moi qui ai recommandé ça parce que quand les gens ils sont derrière, quand ils parlent, on ne les voit pas. C'est pas qu'ils soient se mettre debout pour qu'on puisse les voir parce qu'après ils parlent, mais on ne les voit pas. Ouais, il n'y a pas de souci, mais Chris, peut-être on va essayer de laisser les personnes s'exprimer, soit vous, soit voilà. Non, mais juste une précision. Dès le début, les caméras sont fixées sur le bureau du président de la République. Dès le premier jour. Donc, juste pour rassurer tout le monde. Il faut continuer maintenant. Merci. Et merci encore pour l'intervention. On voit avec les avocats par rapport
rapport à la question Des zones, sur les zones internationales et tu as aucune idée de la zone internationale Je ne suis pas avocat. Mais par contre, j'ai fait un peu d'études de droit. À ma connaissance, les avions sont considérés comme à la fois autonomie. Comment on appelle ça Voilà, ils appartiennent au pays. Même s'ils sont, par exemple, un avion algérien, il arrive en France, il reste zone algérienne. On n'entend pas, pardon. Après, même à l'intérieur de l'aéroport, et ça, il y a tout le temps, il y a des zones qui n'appartiennent pas au pays. Par exemple, on arrive à Charles de Gaulle, il y a une zone internationale. Il a un statut international. Et après, dès qu'on passe la frontière, par contre, vous êtes en France. Mais tant que vous n'allez pas passer la frontière, vous êtes dans une zone internationale. Voilà, donc c'est un statut à part. Merci, c'est ça. J'ai fait beaucoup de droit international. Donc voilà, donc les zones internationales sont sous la souveraineté du pays. Donc l'aéroport. Un peu plus fort, j'entends pas. Un peu plus fort. L'aéroport, il est dans le pays. La zone internationale, c'est un sas avant. Donc tu es là, tu n'as pas encore été contrôlé. Donc tu es considéré comme tu n'as pas encore accédé au territoire. Mais en fait, l'aéroport, c'est sous souveraineté du pays. Personne, même si elle n'a pas encore passé le contrôle de police, doit être arrêté, contrôlé. Donc, pourquoi on voit la police des frontières à l'intérieur assurer la sécurité à l'intérieur? C'est une zone souveraine. Pour ce qui est des avions, si par exemple quelqu'un monte dans un avion d'un pays étranger, cette personne est recherchée dans le pays où l'avion n'a pas encore sur le tarmac. Alors, ils peuvent arrêter l'avion et demander d'ouvrir l'avion et d'arrêter la personne. Absolument. La zone internationale veut dire que la personne n'a pas encore traversé les frontières. C'est un sas. Elle est sous la souveraineté du pays. C'est pour cela que je crois que quand ton neveu te demandait est-ce que l'avion a décollé, il a raison d'avoir peur. Tant que l'avion n'a pas encore décollé, il y a toujours des risques à ce que tu sois arrêté, tu mets en prison. Donc j'ai eu cette expérience dans un pays que je voudrais citer. Donc avec des services de mon organisation, on me demandait est-ce que l'avion a décollé ou pas encore. Je suis resté au téléphone avec eux jusqu'à ce que l'avion a décollé. Et jusqu'à ce que, donc il faut attendre 15 minutes pour être sûr que ça a dépassé aérienne. Oui, la zone aérienne. La zone maritime. Parce que même si l'avion n'a pas encore dépassé la zone aérienne souveraine, ils peuvent l'obliger à retrouver. Oui, parce qu'il est toujours en territoire souverain. Donc il y a c'est comme pour les bateaux, pareil. Merci Mouhidine. En fait, on clôture dans 5 minutes. Si vous avez des questions courtes rapidement, je vous invite à les poser. Donc à midi, on doit clôturer dans 5 minutes. Juste une simple phrase. Tu vas avec ça. جملة واحدة ملاحظة. إليك حرية التعبير. لا أريد أن تدخل حرية التعبير. Dès que c'est terminé, donc on aura une pause de 10 minutes et puis on reprend. D'accord, ok. Moi, je veux juste vous dire, j'essaie d'écouter un petit peu les uns et les autres. Bon, moi, je n'utilise pas des termes techniques. Moi, je parle dans un langage fluide et simple. Toute cette histoire, en fait, ça montre que l'Algérie, c'est un pays d'injustice, en fait. Toute cette histoire est floue. Toute cette histoire est floue, il n'y a rien qui est à sa place. On applique, je ne dis pas des lois parce que la loi ne dit pas ça, on applique
cette dictature, en fait, ils font comme ils veulent, parce que ce soit le refoulement, que ce soit éloignement ou expulsion à mon besoin à l'autre, ça ne s'applique pas pour un citoyen. Je suis désolée. Comme si on arrache un enfant, on lui arrache sa maman. Après, allez voir cette logique. Ça, c'est une destruction mentale. Absolument, la métaphore, elle est un peu forte, mais elle est acceptable. Dans cette Elle est juste. elle est juste. Il reste encore une. Ouais. Bon, alors il y a une pause de 10 minutes. 15 maintenant, parce qu'on a fini un peu avant. 15 minutes pour Chokri. Oh, on va lire. Alors, il ne faut pas oublier, hein, donc dans 10-15 minutes, on reprendra la prochaine séance. Donc, essayez d'être là quand même. Hein, je sais que